Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les chaînes Carac afin de parler économie. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, on parle économie du logement notamment. Absolument, notre invité est vraiment baigne dans le monde du logement, aussi celui de la pénurie de logement qui sévit en Suisse parce que sa société, Suisse Caution, se trouve juste entre les locataires et les propriétaires avec son service de garantie de loyer. Nous verrons comment marchent ses affaires sur son marché étendu comme jamais ou presque. Mais on va aussi un peu voyager avec notre invité parce qu'il a fait le tour du monde déjà pratiquement dans sa carrière. Nous recevons aujourd'hui Patrick Oltramar, le directeur général de Suisse Caution. Patrick Oltramar, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté de venir et de se prêter à l'exercice. Vous allez bien? Très bien, merci. Comme vous le savez, cette émission est consacrée tout d'abord à un portrait tout à fait personnel. Alors si vous l'acceptez, bien sûr, on aimerait savoir davantage qui vous êtes. Avec plaisir. Si je ne m'abuse, vous vivez dans la région de la Côte, région dans laquelle vous avez également grandi. Pourtant, dans votre existence, au long de votre carrière, on y reviendra, mais vous avez pas mal bougé sur différents endroits de la planète. Vous y êtes revenu à la Côte, un attachement particulier avec ce territoire? C'est clair qu'il y a beaucoup de souvenirs sur la côte. J'ai grandi dans cette région, mais c'est vrai que c'est aussi les opportunités du fil de la vie qui m'ont amené à voyager. J'adore voyager, j'adore découvrir. Et puis à un moment donné, je suis revenu en Suisse, peut-être comme beaucoup de Suisses qui sont partis et qui reviennent. Et puis j'ai trouvé mon épouse, on a fondé une famille et voilà, je me suis établi en Suisse et j'ai retrouvé la côte que j'adore. Vous y êtes toujours aussi bien? J'y suis toujours aussi bien. Est-ce que ça a changé depuis votre enfance? Ah oui, ça a changé, bien entendu. En bien, en pire, en mieux? Alors, je dirais que c'est mixte. Il y a plein de choses positives qui ont changé au niveau des infrastructures. Je pense notamment au niveau des infrastructures sportives qu'on peut avoir, mais aussi les infrastructures d'école ou bien de la mobilité. Là, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une plus grande densité de personnes. Donc là aussi, pour le confort personnel, où avant, j'habite au-dessus de Lyon, on pouvait descendre à Genève en une demi-heure sans regarder sa montre, les choses ont changé. Voilà, il faut vivre avec son temps et puis s'adapter. Vous avez donc vécu ailleurs aussi, on le disait. Juste après votre scolarité dans les cantons de Vaud et de Genève, vous avez entrepris des études en droit à l'université de Fribourg. Vous avez par ailleurs, durant cette période, réalisé une année d'Erasmus à Cologne, en Allemagne. D'ailleurs, en ce moment, la réintégration pleine de la Suisse au programme Erasmus+, fait partie de l'actualité. Est-ce qu'on peut penser que vous êtes un bon exemple de ce dispositif? Alors, je ne sais pas si je suis un bon exemple, mais en tout cas, j'ai profité du dispositif. Après, je crois que c'est vraiment un intérêt personnel. Moi, j'avais envie un peu de partir de la maison, d'aller un peu plus loin. Et c'est vrai que l'université de Fribourg proposait en plus des études bilingues. Donc, c'était très confortable. Et j'avais entendu en plus qu'il y avait une super ambiance entre les étudiants. Donc, je me suis précipité là-bas. Et l'idée de partir et de faire cet échange Erasmus, c'était une possibilité d'aller encore plus loin que la Suisse. Et je suis parti à Cologne parce que je voulais découvrir une grande ville et puis de me dire, non, je veux vraiment un peu changer de ce que j'ai l'habitude de connaître. Et donc, je suis parti à Cologne durant une année. Et de cette courte expatriation, qu'est-ce que vous avez retiré comme bénéfice? Alors, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'était une année très riche en émotions. On a fait beaucoup la fête quand même. Mais j'ai eu la possibilité de faire tout un tour de l'Allemagne avec des amis parce que finalement, plusieurs étudiants étaient partis dans différentes universités, que ce soit à Tübingen, Heidelberg et autres. Et donc, on s'est retrouvés, puis on a fait un tour de l'Allemagne. Je pense que ça a été des moments très riches pour se connaître, pour connaître aussi un autre pays. Et pour moi, j'ai eu une vue après différente aussi sur l'Allemagne et l'Europe également. Et d'un point de vue scolaire, de se retrouver dans une université grande comme celle de Cologne, c'était aussi intéressant de voir une approche différente de l'éducation et aussi de la vue européenne qui était peut-être beaucoup plus présente que dans le cadre des universités suisses. Justement, c'était en Allemagne quand même, donc le même bassin culturel que la Suisse. Vous n'avez pas eu l'envie d'aller dans un pays vraiment plus éloigné, culturellement beaucoup plus différent, peut-être anglo-saxon ou Amérique latine, que sais-je? Alors, j'ai hésité avec d'aller en Angleterre.
Les raisons pour lesquelles je suis parti en Allemagne, je ne me rappelle plus vraiment, mais je pense que dans l'ensemble, c'était aussi comme je faisais un parcours bilingue. Je m'étais dit que c'était pour renforcer l'allemand en étant une année complète dans un pays où j'allais parler uniquement l'allemand. Et puis pour les autres destinations, ça fait un moment que j'ai fait mes études. Je ne sais pas s'il y avait la même flexibilité qu'aujourd'hui de partir dans des pays, on va dire, comme l'Australie ou les États-Unis durant cette période. Et puis de retour en Suisse, vous passez votre brevet d'avocat ici à Genève, et puis vous exercez le métier d'avocat durant 10 ans. Alors Zurich, New York, Genève. Est-ce que c'est un métier qui vous manque parce que vous avez exercé un peu plus de 10 ans, puis vous êtes passé à autre chose, mais ce métier-là, est-ce qu'il vous manque? Est-ce qu'il vous rappelle quelques bons souvenirs? Alors, effectivement, de temps en temps, ça me manque. C'est un beau métier, mais je dois dire que dans toute profession, aussi quand on dirige une société, on est entouré de droits. Donc, j'ai la chance d'avoir toujours des sujets de droit qui passent sur mon bureau. Et c'est vrai que finalement, très souvent, en plus, Suisse Caution est une assurance qui est régulée à FINMA, donc très souvent, j'ai l'occasion de débattre sur des sujets juridiques ou bien de côtoyer, ce soit avec mon service juridique ou bien avec des avocats externes. Donc, je dois dire que ça ne me manque pas tellement parce que j'ai l'occasion d'y toucher régulièrement. En revanche, vous avez donc passé un temps à New York. Alors cette expérience dans la Grande Pomme, là où le marché de l'immobilier est aussi un peu compliqué, comment ça s'est passé? Comment vous y êtes arrivé, puisque ça vous a plu? Alors ça m'a beaucoup plu. C'était une expérience particulière parce que c'est pas évident en tant que Suisse de pouvoir aller exercer dans un cabinet d'avocats aux États-Unis. D'autant plus que j'avais pas non plus fait de postgrad aux États-Unis. Mais je me suis dit que je souhaitais avoir une expérience aux États-Unis et si possible dans un cabinet d'avocats. Donc je suis passé par une voie différente et j'ai souhaité faire un stage. Alors effectivement, il y avait un autre souci, c'est que la rémunération en tant que stagiaire n'est pas la même. Mais j'ai voulu privilégier en fait l'expérience professionnelle à la simple rémunération. Donc ça a été pour moi une année sympa. J'ai fait une colocation, j'ai dû beaucoup travailler pour un salaire qui était vraiment un minimum. Heureusement, l'employeur m'avait participé à une partie du logement. Mais c'est clair que c'était pas non plus New York comme on peut le croire en tant qu'avocat et comme on peut voir dans les films. C'était pas comme ça. C'était formateur pour vous aussi? Mais c'était formateur pour moi. Et je pense que c'est quand même une expérience qui m'a bien aidé par le passé parce qu'elle était différente d'une formation que pouvaient avoir d'autres personnes qui avaient fait du droit et qui avaient une expérience aux États-Unis, plutôt en faisant un LLM, un postgrad. Et puis vous passez dans le domaine bancaire en qualité de manager, vous intégrez ensuite une entreprise de trading, et comme fil conducteur, vous dites vous-même l'optimisation des sociétés, tant d'un point de vue des processus que de la stratégie, c'est ça qui a un peu guidé votre parcours professionnel. Tout cela vous aura amené à travailler dans d'autres pays encore, je cite le Brésil, les États-Unis, la Belgique. Vous y avez vécu un temps à chaque fois ou ce sont des collaborations à distance? Non, ce sont des collaborations à distance, mais c'est vrai que par rapport au Brésil et à la Belgique, en fait, je partageais mon temps entre la Suisse, la Belgique et le Brésil. Je faisais à peu près 3 mois, 3 mois au Brésil, ensuite 3 mois en Belgique et puis 3 mois en Suisse. Donc c'était assez varié, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs sites au niveau de mon employeur et je tournais comme ça. Alors, parfois, beaucoup de jeunes ici se demandent si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Est-ce que vous avez envie de dire que l'herbe de la Suisse est la plus verte? Alors je pense que ça dépend ce qu'on recherche, mais je peux pousser les jeunes et même les moins jeunes de sortir de la Suisse aussi pour avoir de l'expérience à l'étranger. Je crois que c'est très formateur, pas à un niveau uniquement professionnel, mais aussi au niveau personnel. Dès 2013, vous travaillez à votre compte et au travers de vos activités de conseil, en 2016, vous accompagnez l'actionnaire de l'époque à la vente de Suisse Caution au groupe Mobilière. C'est lors d'ailleurs de cette reprise que l'on vous propose d'en prendre la direction. Vous aviez alors 47 ans, si je ne me trompe pas. Un peu moins. Un petit peu moins. Et l'une de vos missions de l'époque était de piloter la numérisation de l'entreprise. Est-ce que vous étiez un geek? Comment est-ce que vous aviez été vous-même sensibilisé à l'importance de la digitalisation? Non, alors je pense pas que je suis un geek. J'ai toujours bien aimé la technologie autour de moi. Et puis si vous dites un avocat qui est un geek, souvent on se dit ça, ouais, c'est pas forcément très logique. Mais je pense que en fait j'ai toujours vu j'ai toujours vu l'avantage, mais aussi les possibilités qui pouvaient apporter la digitalisation. J'ai toujours pensé qu'on devait être un premier
ce qu'on dit en anglais un first mover, un première personne qui se déplace pour aller tester ce que peut nous apporter la technologie. Je pense que dans la vie d'entreprise, on peut voir la technologie de l'information comme un coût, comme un investissement. J'ai toujours vu comme un investissement. J'ai toujours pensé qu'en fait, cet investissement allait donner un avantage concurrentiel par la suite. Donc, j'ai toujours une vision qui était très d'investisseur par rapport à la technologie. Un peu un sentiment d'être un entrepreneur. Vous n'avez pas peur de l'aventure, finalement. Non, ça, j'aime. Il me faut l'aventure. Est-ce qu'il y a un moment qui a été un peu décisif ou une rencontre qui a été particulièrement importante pour influencer votre parcours? Alors, il y a eu plusieurs rencontres. Je pense que j'ai eu d'abord une première personne qui était quand je travaillais dans un cabinet d'avocats à Genève, qui m'a beaucoup impressionné dans sa façon de travailler, mais qui m'a aussi beaucoup aidé par la suite parce que grâce à lui, j'ai développé vraiment, je pense, une certaine aisance dans l'analyse, dans la prise de décision aussi, dans la prise de risque. Parce que finalement, quand on travaille dans un cabinet d'avocats et qu'il y a des sociétés qui nous demandent des réponses, alors c'est facile de dire oui, non. Mais c'est plus dur d'amener avec une réponse pour que le management puisse prendre une décision. Et ça m'a beaucoup formé après par la suite. Ensuite, bien entendu, les personnes que j'ai pu côtoyer, tant l'ancien actionnaire de Suisse Caution, mais aussi le CEO de la mobilière lors du rachat. Oui, c'est des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, que ce soit dans la digitalisation ou que ce soit dans la conduite des équipes et la prise de décision. Alors aujourd'hui, on est là pour parler notamment de vos activités au sein de Suisse Caution. Avant de passer à cette thématique, on aimerait savoir au niveau de vos passions, de vos hobbies, à côté de votre travail en qualité de directeur chez Suisse Caution, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui vous permet de tenir l'équilibre? Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. On sait que vous aimez en tout cas le golf, les sports de montagne, et la plongée lorsque vous êtes en vacances. C'est avec ça que vous maintenez l'équilibre, c'est important? Oui, alors je crois que la famille, ça occupe positivement, mais c'est clair que ça permet de couper avec le travail. C'est vraiment génial. On adore voyager, que ce soit dans les pays lointains ou moins loin. En Suisse, il y a plein de choses à voir. Et c'est vrai que le sport, c'est quelque chose que j'adore. Je ne suis pas un grand sportif par rapport à une activité. Je me décris souvent comme quelqu'un de multisport. Toutes les semaines quand même? J'essaie, oui. Mais je mise toujours un peu sur mon fond, comme ça, pour ensuite aller faire des activités. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le golf, le tennis. J'ai repris le tennis parce que ma fille, maintenant, joue au tennis et je trouve que c'est sympa de pouvoir jouer avec elle. Et la montagne, c'est vrai que j'aime beaucoup le ski et le ski de randonnée. Ça, j'en fais beaucoup. Et on peut dire que nous sommes gâtés ici en Suisse. Oui. On va continuer avec cet exercice, celui de l'interview. Ça fait aussi un peu transpirer tout de suite avec la partie portrait entreprise. Créé en 1991 et racheté en 2016 par le groupe La Mobilière, on l'a rapidement dit, Suisse Caution, c'est un pionnier de la garantie de loyer sans caution bancaire. Vous dirigez donc l'entreprise depuis presque 9 ans depuis ce changement de propriétaire. Le principe, on va quand même le rappeler pour ceux qui l'ignorent brièvement, c'est donc une assurance qui garantit au bailleur le paiement du loyer, des dommages éventuels, sans que le locataire ait lui à bloquer sur un compte une somme importante. Et en contrepartie, le locataire paye lui une prime annuelle, et donc dont le montant va dépendre du montant de la garantie ou des frais qui sont associés. C'est bien résumé? C'est bien résumé, oui. Vous comptez, si votre dernier rapport annuel est juste, 400 000 clients à peu près. Combien étaient-ils à votre arrivée en 2016? Alors ça c'est une bonne question. J'ai pas fait le calcul. Non, ce que je pourrais vous dire, parce que j'ai un autre point repère, c'est les encours de garantie qu'on couvre, c'est-à-dire le montant de garantie qu'on a. Et je crois que quand je suis arrivé, on était à peu près un petit peu moins des 700 millions. Et maintenant, on doit être dans les 1,2 milliard. Donc ça a augmenté plus de 50%, presque doublé. Est-ce que cette progression, vous l'attribuez à quel facteur, si vous devez en donner deux par exemple? Alors, les équipes.
parce que sans elle, on fait pas grand-chose. Et puis après, je dirais la notoriété de la marque à travers les années. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi démographique, là? La Suisse est plus nombreuse aujourd'hui. Peut-être qu'elle est plus ouverte à ce genre de caution qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans en arrière. Alors, certainement pour une partie de la Suisse. Je dirais que... Laquelle? Partie suisse alémanique. D'accord. Je dirais que... il faut savoir qu'en fait, Suisse Caution, c'est une assurance, mais à la base, ce n'était pas une assurance. Et Suisse Caution, c'est une idée géniale d'une personne de la région de la Côte qui s'est dit à un moment donné, mais pourquoi mettre des garanties en banque et tout, alors qu'il y a possibilité de faire un système différent. Et il a tourné avec sa voiture, comme ça, ils étaient 3, il a tourné avec sa voiture et allé voir les différentes régies immobilières qui lui ont fait confiance, et puis il a commencé à créer son portefeuille comme ça. Rien de digital, c'était uniquement le bon carnet avec les commandes. Puis à un moment donné, il a eu un encours qui était important, qui était 150 millions, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, l'OFAP, donc il n'y avait pas encore la FINMA, c'était l'Office fédéral, voilà, des assurances privées. C'est mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible et tout. Et c'est à ce moment-là, à partir de 2008, que ça a été régulé. Et là, il y a toujours eu en fait cette composante entrepreneuriale qui est restée dans la société. Et à partir de là, il y a eu la digitalisation. La digitalisation qui s'est mise en place. Mais jusqu'à cette partie, Suisse Caution était principalement actif sur le canton de Vaud, parce que c'est clair que sans la digitalisation, c'était vraiment le plus simple. Et la digitalisation, elle a fait vraiment un tournant dans le business model de Suisse Caution. Parce que du coup, on n'avait plus de barrières, on va dire. C'est là que les Suisses allemands ont croché? Alors, pas encore, mais ça commençait. Parce que bien entendu, là, on a commencé à être présent avec de la publicité. On a eu un partenariat qui s'est fait avec la Poste. Et ça a été... Qui existe toujours? Qui existe toujours. Ça a été quelque chose de déterminant parce que ça a créé une légitimité et crédibilité aussi à Suisse Caution. Et à partir de là, on a commencé à avoir de la croissance aussi en Suisse alémanique. Et puis, je dirais que pour finir, le rachat de Suisse Caution par la mobilière a aussi aidé parce que pour certaines régies immobilières, de savoir qu'on appartenait au groupe de la mobilière, ça les a rassurés. Puis ils trouvent la mobilière sympathique, comme beaucoup de Suisses. Donc ça nous a aussi aidés. Et aujourd'hui, on dirait qu'on a un portefeuille qui est vraiment balancé entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. 50-50 à peu près? À peu près, 50-50. Mais notre croissance, on l'a fait en Suisse alémanique maintenant. Dans les villes, principalement. De la confiance pour tout le monde. Mais concernant vos clients, il reste combien de temps chez vous? Je me posais la question en se disant, la rétribution qu'on a à Suisse Caution, est-ce qu'à bout d'un moment, ça doit dépasser le montant, si on reste très longtemps dans un logement, est-ce que ça ne dépasse pas le montant de la caution? Combien de temps il reste? Oui, alors ça, bien entendu que c'est possible. On a des clients qui sont là depuis 10-15 ans chez nous. Et puis, je dirais que d'une moyenne générale, un client va rester chez nous à peu près 4 ans. On peut s'imaginer que, selon les statistiques, souvent dans le cadre des déménagements, les gens restent entre 4 et 7 ans dans un logement, donc ça tourne quand même. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de locataires qui, une fois qu'ils déménagent, restent chez nous et renouvellent leur confiance. Je te disais tout à l'heure, la pénurie de logement n'est plus à démontrer, les loyers progressent aussi sensiblement. Est-ce que ça pousse également le locataire à davantage recourir à une caution? Alors, je pense que ce n'est peut-être pas forcément en lien avec nos locataires uniquement pour la pénurie de logement. Je pense que c'est souvent plutôt un lien par rapport aux liquidités qu'ils souhaitent disposer. Ça, je remarque, il y a bien entendu pour toute une partie de notre clientèle, c'est un besoin parce que il faut savoir que quand vous déménagez, si vous avez déjà un dépôt bancaire, il y a une garantie qui est posée et puis il faut en mettre une deuxième et c'est pas évident. Et puis ensuite, quand vous déménagez, vous avez toujours beaucoup de coûts. Donc en fait, cette solution qui peut être aussi une solution transitoire est très appréciée. Mais ensuite, on remarque qu'on a des demandes pour des garanties de 6 000 francs ou plus. Donc, ce sont des loyers de 2 000 francs par mois, si on prend pour un bail d'habitation. Ce ne sont pas des personnes qui se trouvent en difficulté. Alors, elles peuvent être en difficulté pour d'autres raisons, mais c'est quand même des personnes qui ont un certain revenu. Non, je pense qu'on n'a pas d'impact comme ça direct sur la pénurie de logement.
La pénurie de logement, c'est vrai que c'est un autre souci, hein, ça on le reviendra, remarque. ouais. Est-ce que c'est les taux d'intérêt très très bas pendant un moment? Ils sont un peu remontés, mais ils sont déjà en train de redescendre. C'est peut-être ça aussi qui motive à avoir une caution et pouvoir utiliser différemment son épargne que dans une garantie de loyer. Alors non, je sais pas, je pense pas. Je pense que je suis pas sûr que par rapport à un dépôt bancaire, les personnes le placent pour Pour avoir un l'investir. taux. Alors oui, mais je pense que si l'idée c'est de dire qu'on prend une garantie chez nous pour investir, qui va ensuite couvrir le montant de la prime, ça peut être un peu audacieux. On parle de montant, si on prend une garantie moyenne qui est de 4000 francs, On va pas très loin c'est, avec, c'est- avec ça. Vous avez évoqué la progression de vos affaires, notamment en Suisse alémanique. Vos effectifs aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de personnes. C'est juste. Et c'était beaucoup moins à votre arrivée? C'était pas beaucoup moins. Je pense qu'on devait être à peu près dans 60 et 70. Donc, on Donc, voit l'effet de la technologie qui permet de démultiplier les affaires sans avoir à faire croître les effectifs autant. exact. Alors, c'est vrai que le business model, si on devait se retrouver à 200, 300 personnes, ben, ce serait qu'il y aurait un raté par rapport à la technologie. J'ai toujours considéré Suisse Caution comme un peu une des premières insurtech en Suisse. Et c'est vrai que nous, on utilise énormément la technologie. Hein. Je vous l'ai dit avant, je vois ça comme un investissement. Mais il n'empêche que comme on a un portefeuille qui grandit, nous, on souhaite pouvoir donner un service de qualité à nos clients. Et donc, on veut avoir un service client qui soit présent, qui peut répondre aux appels, y compris pour les sinistres qu'on peut avoir. Et donc, automatiquement, avec l'augmentation du portefeuille, on a aussi une croissance organique au niveau des employés de ce côté-là, ce qui est très bien. Donc pas tout numérique. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la collaboration avec la Poste et de la présence des guichets physiques. Vous avez parlé dans une interview de fusionner le numérique et le présentiel, le physique. Est-ce qu'après le Covid, il y a eu un changement? Est-ce que les gens ont davantage besoin de présentiel? Ou est-ce qu'on s'est détaché? Comment va la tendance dans votre clientèle? Non, alors je pense que nous, de notre côté, il faut savoir qu'à peu près 80% de notre clientèle, tout se fait en ligne hein, au niveau de l'acquisition. On a encore, bien entendu, des formulaires à disposition. Et puis peut-être les personnes qui sont moins à l'aise, ben, soit elles vont nous appeler, puis on va pouvoir leur recommander d'aller peut-être à un guichet de poste ou bien un autre de nos partenaires pour les aider, quoi. Ça fait bientôt 10 ans que, disait tout à l'heure Frédéric, que vous êtes maintenant en poste. Vous n'avez plus rebougé depuis. L'idée germe quelque part ou vous allez rester là où vous êtes maintenant? Ah, mais ça y est, moi, tant que je suis animé par les défis et puis qu'on peut avancer comme ça, j'avance. Non, c'est une bonne question, hein, ce que vous posez. Je pense qu'on peut toujours se poser la question après, est-ce qu'il y a un certain cycle qui a été fait et puis qu'il faut laisser la place à quelqu'un peut-être de plus jeune et autre. Alors, c'est vrai que je suis entouré d'un comité de direction qui est plus jeune que moi. Mais moi, je suis animé par la passion de ce qu'on est en train de faire. C'est vrai qu'on a eu des gros chantiers ces dernières années parce qu'on a retravaillé notre produit, on a retravaillé notre branding, on a changé toute notre infrastructure au niveau de l'IT. Aujourd'hui, on est prêt pour utiliser l'intelligence artificielle. On l'utilise aussi, pas uniquement un chat GPT pour savoir ce que nous dit le document, mais dans l'intégrer dans nos processus métiers. Donc c'est vrai que pour moi, je suis encore plein d'enthousiasme pour avancer pour cette société. Avant de parler de la pénurie de logement, un dernier mot sur le marché lui-même qui a quand même, je pense, pas mal changé depuis votre arrivée. D'autres assureurs sont sur ce marché. First Caution est une autre entreprise qui vient. C'est plus difficile de garder les clients, de conquérir des parts de marché aujourd'hui qu'à votre arrivée? Alors, bien sûr que c'est plus dur, hein. Cela dit, je pense que la concurrence, c'est sain. Moi, je trouve bien. Ça nous pousse aussi à nous améliorer. Effectivement, vous avez mentionné un de nos concurrents, mais il faut savoir que toutes les assurances proposent aussi ce produit. AXA est très fort en Suisse alémanique. Et donc, ça existe quand même. Mais c'est vrai que les conditions changent et peut-être que les conditions changeront encore plus demain avec un nouvel acteur que je ne connais même pas. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je trouve ça, c'est très bien.
une saine concurrence, ça ne fait pas de mal. À propos de conditions qui changent, le marché de l'immobilier est vraiment très tendu pour trouver un appartement à louer. Quel diagnostic faites-vous et quelle serait, en quelques mots, la solution pour essayer un peu d'étendre, de faciliter la recherche de logement? Ça, c'est une bonne question qui a plusieurs aspects. Alors, d'abord, peut-être, je tiens à préciser, moi, je ne suis pas un acteur qui est dans la construction, donc je ne suis pas non plus spécialiste en la matière. Vous observez bien ce marché. Mais de ce que je peux voir au niveau du marché, je dirais qu'il y a plusieurs composantes. C'est sûr qu'il y a une composante qui revient toujours, c'est la lenteur et la longueur des procédures qu'on peut avoir au niveau administratif, autorisation entre les différentes oppositions et les recours. Ça, c'est un point que tout le monde en parle et qui est certainement quelque chose au niveau de la justice où il faudrait trouver pour pouvoir améliorer au niveau des procédures administratives et pas uniquement judiciaires. Ce que je remarque aussi, c'est que on a pris des décisions par rapport à certaines lois, et je ne mets pas un jugement de valeur, mais qui apportent aussi qui restreint un certain développement, par exemple avec l'aménagement du territoire. C'est vrai qu'on souhaite moins l'élargissement des villes, mais pas que des villes, dans les villages aussi. On revoit les différents propriétés par rapport à la location. On essaie de densifier plus au milieu du village. Donc, bien entendu, les villageois, pour prendre un autre exemple que les villes, n'aiment pas forcément, donc ils vont aussi mettre des oppositions. Donc, il y a des terrains qui étaient avant disponibles pour la construction qui ne sont plus. Donc ça, à mon avis, ça restreint aussi. Je pense aussi qu'après, on voit dans la densification qu'on recommande. Je ne suis pas sûr que le citoyen, comme je l'ai mentionné, aime toujours la densification, mais ça va de pair avec la loi. Donc, ça entraîne aussi des oppositions. Puis après, il y a peut-être encore d'autres éléments. C'est vrai que le financement, même s'il est toujours présent, l'immobilier reste une allocation d'actifs intéressante pour la diversification. Ouais. Mais ça n'amène plus non plus le même rendement que par le passé. Donc ça, c'est aussi un point. On pourrait venir aux questions de rénovation énergétique, mais il y a plusieurs points. Il y a peut-être un point aussi que je veux souligner pour conclure, c'est qu'il y a aussi beaucoup de biens qui sont mis à la disposition de Airbnb. Pas de jugement de valeur de ma part, mais c'est vrai qu'il y a aussi certaines personnes qui préfèrent aller sur cette plateforme que de mettre en location longue durée. Merci Patrick Oltramar. Merci beaucoup. Puis avant de vous libérer, Patrick Oltramar, on va vous passer cet exercice qui lui aussi est un peu sportif, c'est celui du questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut ? Impatient. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise ? Vas-y, fonce. Quelle chanson vous motive le plus ? Pourriez-vous nous la chanter ? Alors, j'aime bien la chanson We Are the Champion. We are the champion, we are the champion. Je vais m'arrêter là.